Bonjour la famille. Profitez de ce moment de détente avec nos histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans la section des commentaires. N'hésitez pas non plus à liker généreusement, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de l'histoire dans laquelle nous allons nous plonger. Oliver Reynolds avait toujours été un homme au pas mesuré et au risque calculé. Dès son plus jeune âge, il avait appris que le pouvoir revenait à ceux qui planifiaient méticuleusement. Il était l'unique héritier de l'empire Reynolds Tech, une entreprise que son défunt père avait fait grandir d'une modeste start-up de garage à un géant multinational. Oliver, enfant unique jusqu'à ses 8 ans, avait grandi dans des salles de conseil plutôt que sur des terrains de jeu, formulant des argumentaires commerciaux bien avant d'apprendre les règles du foot. Même lorsque son jeune demi-frère, Ethan, arriva, Oliver resta le fils préféré aux yeux de son père, un prodige destiné à tout hériter. Il avait un penchant pour les sensations fortes, mais toujours d'une manière qui mettait en valeur sa maîtrise et son contrôle. Du parachutisme avec des parachutes vérifiés 3 fois, du pilotage d'hélicoptères avec des instructeurs experts, et son favori personnel, la descente de pistes périlleuses avec des guides de classe mondiale. Sa vie était une parade d'extravagance enveloppée dans du papier bulle, des aventures audacieuses, oui, mais protégées par des ressources infinies et des mesures de précaution. Puis vint ce funeste voyage à ski dans les Alpes suisses. Ce qui avait commencé comme une sortie de week-end décontracté se transforma en une scène d'horreur de neige tourbillonnante, une avalanche soudaine, et Oliver s'écrasant tête la première contre un rocher couvert de glace. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital. Un traumatisme crânien le laissa dans le coma, inconscient dans une suite médicale privée. Alors que les médias s'étaient d'abord rués sur les détails, spéculant sur les héritiers et les successions, l'histoire s'estompa peu à peu. Il était le roi gelé, un homme suspendu dans le temps. Pendant 6 ans, Oliver resta immobile à l'hôpital New York Mercy, sa force vitale s'égrenant au rythme du bip silencieux des machines. Le personnel de l'hôpital le connaissait sous le matricule 0521, mais seuls quelques privilégiés se souvenaient de l'ampleur de sa richesse et de l'empire qui attendait son retour. Son pantouse restait vide, les magnats de l'immobilier le convoitant de loin. L'empire Reynolds Tech continuait sa marche, guidé par un conseil d'administration qui passait occasionnellement pour s'assurer qu'Oliver était toujours. Eh bien, toujours là. La plupart des jours au New York Mercy étaient sans histoire. Le bâtiment bourdonnait de médecins et d'infirmières se précipitant pour répondre aux urgences, d'annonces au micro appelant des spécialistes, du va-et-vient constant des visiteurs dans les couloirs. La chambre d'Oliver, cependant, restait d'un calme inquiétant. Une suite privée au bout d'un couloir ensoleillé, elle était rarement visitée. Dans les premiers mois de son coma, la presse avait rôdé, mais elle avait trouvé peu de choses à rapporter après la première vague de gros titres. Son demi-frère, dont il s'était éloigné, Ethan, lui rendait visite sporadiquement, comme une horloge pour les anniversaires et les fêtes, juste assez pour tenir à distance l'œil du public. Les infirmières nourrissaient Oliver par une sonde et le retournaient pour prévenir les escarres. Elles lui parlaient gentiment, non pas parce qu'elles croyaient qu'il pouvait entendre, mais parce que c'était le protocole et la décence humaine la plus élémentaire. Au changement d'équipe, elle murmurait des rapports devant sa porte, signes vitaux stables, pas de réponse aux stimulus douloureux, ou intégrité de la peau normale, poursuivre la routine. Pourtant, si l'un d'entre eux avait vraiment connu Oliver Reynolds avant l'accident, ils auraient pu être choqués de voir comment sa vie avait été réduite à ces simples notes médicales. Ils se seraient peut-être souvenus des négociations impitoyables qu'il avait autrefois menées, des fusions de plusieurs milliards de dollars qu'il avait orchestrées d'une simple signature, et des tabloïds qui le qualifiaient de « millionnaire stérile ». Il n'avait ni partenaire romantique, ni enfant. Les rumeurs abondaient sur sa vie personnelle. Certains chuchotaient qu'il était trop obsédé par le travail. D'autres prétendaient qu'une condition médicale cachée l'empêchait d'avoir des héritiers. Quelle que soit la raison, Oliver avait été une figure solitaire. Et maintenant, dans cette chambre d'hôpital d'un blanc immaculé, il était plus seul que jamais. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de lui. Le sifflement de l'oxygène murmurait à côté de son lit. Et sous le calme stérile se cachait la dure réalité, si Oliver mourait aujourd'hui, le monde pourrait simplement y voir la fin d'un curieux chapitre de la légende d'une entreprise. Le personnel surnommait sa chambre « la capsule temporelle ». Rien ne changeait, sauf les draps. Ses cheveux, autrefois coupés professionnellement chaque semaine par un coiffeur de renom venu de Paris, étaient maintenant coupés court par le coiffeur de l'hôpital pour réduire l'entretien. Ses ongles n'étaient manucurés que lorsqu'il risquait de lui entailler les paumes.
Les coins de ses yeux s'étaient plissés après 6 ans d'immobilité, le marquant de fines rides qui laissaient deviner le temps perdu. Et pourtant, la vie continuait à l'extérieur. De nouveaux PDG étaient nommés. Les membres du conseil d'administration allaient et venaient. Reynolds Tech atteignait de nouveaux sommets sous la direction d'Ethan, introduisant des solutions logicielles révolutionnaires et des initiatives philanthropiques. Si Oliver avait été conscient, il aurait peut-être grimacé devant l'ironie de la situation. L'empire qu'il avait si étroitement contrôlé prospérait sans lui. Pourtant, entre les murs feutrés de l'hôpital, une veillée silencieuse se poursuivait. Les infirmières allaient et venaient. Parfois, des fleurs arrivaient d'alliés commerciaux espérant rester en bons termes si Oliver se réveillait. Ces fleurs fanaient toujours, sans que personne n'y prête attention. Si les paupières d'Oliver battaient, ce n'était qu'un réflexe, ou du moins c'est ce que le personnel médical croyait. Il était le roi gelé, oui, mais ce n'était pas un conte de fées. Il n'y avait pas de baiser magique pour le réveiller. Seulement la marche lente et inexorable de la biologie, du temps, et des soins indéfectibles de ceux qui croyaient que tous les patients méritaient dignité et espoir. Personne ne se doutait que le plus grand changement dans la vie d'Oliver, un changement que même lui, dans toute sa brillance, n'aurait jamais pu orchestrer, se déroulait tranquillement. Une mère célibataire de 2 enfants, travaillant en arrière-plan comme agent d'entretien, s'était prise d'affection pour cette âme solitaire. Elle avait commencé sa propre petite routine, se glissant de temps en temps dans la chambre d'Oliver, apportant des marques de chaleur et de conversation. Bien que personne ne lui prêtât beaucoup d'attention, sa présence constante allait devenir le doux catalyseur de la renaissance d'Oliver Reynolds. En peu de temps, le monde de ce milliardaire comateux était sur le point d'être bouleversé. Et quand Oliver ouvrirait enfin les yeux, il découvrirait que la vie qu'il avait laissée derrière lui n'était pas aussi significative que celle qu'il était sur le point de découvrir. Les rêves d'Oliver, si on pouvait les appeler ainsi, étaient comme des nuages noirs tourbillonnant sur un vaste horizon. Le temps était informe. Parfois, il sentait le vague souvenir du mouvement, un éclair de présence sur une pente enneigée, le souffle de l'air froid sur son visage. D'autres fois, il percevait le son des machines qui bipaient, un bourdonnement constant qui ne cessait jamais. Il était piégé quelque part entre la conscience et l'oubli. Un matin tranquille, l'infirmière Lydia faisait sa ronde habituelle. Elle avait été affectée aux soins d'Oliver depuis 3 mois, vérifiant les signes vitaux, mettant à jour les dossiers et s'assurant que le patient restait confortable. Pendant 6 ans, la routine avait été la même, monotone, pour d'innombrables infirmières avant elle. Mais ce matin-là, alors que Lydia ajustait sa main sur la barrière du lit, elle sentit une légère tension, une contraction subtile mais indéniable des doigts d'Oliver. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle se figea, pensant que c'était peut-être son imagination. Doucement, elle reposa sa main. Elle tressaillit une fois de plus. Une vague d'excitation la traversa. Après tout signe de mouvement chez un patient comateux était remarquable. Elle appuya sur le bouton d'appel. En quelques minutes, le docteur Cooper, le neurologue en chef, arriva avec une demi-douzaine d'internes et de résidents en médecine. Ils se pressèrent autour du lit d'Oliver, ajustant les lumières, vérifiant les moniteurs, projetant une petite lampe de poche dans ses yeux. « Oliver » dit doucement le docteur Cooper en se penchant, « Oliver, vous m'entendez ? Si vous m'entendez, essayez de bouger à nouveau votre main. » Aucune réponse. La pièce retint son souffle. Le bip du moniteur cardiaque semblait plus fort que jamais. Puis, comme par miracle, l'index gauche d'Oliver tressaillit. C'était à peine perceptible, mais indubitablement réel. Un murmure d'excitation parcourut l'équipe. Le docteur Cooper se tourna vers le résident le plus proche. Commencez une évaluation neurologique. Nous avons besoin d'imagerie et d'analyse tout de suite. Appelez l'équipe de kinésithérapie. Voyons si nous pouvons obtenir une réponse plus robuste. Le personnel passa à l'action. Au cours des heures suivantes, Oliver fut soumis à des scanners, des tests de réflexes et une avalanche de procédures médicales. Les couloirs de l'hôpital bourdonnaient de mises à jour chuchotées. Il a bougé la main. Il pourrait se réveiller. Reprend-il conscience? Pendant ce temps, dans la salle de repos, Lydia racontait son expérience à une collègue. Je n'arrivais pas à y croire. Je veux dire, on a tous entendu parler de patients comateux qui s'agitent. Mais après 6 ans, je ne m'y attendais tout simplement pas. Son amie, l'infirmière Claudia, se pencha en avant. C'est incroyable. Peut-être que le grand patron revient enfin.
Lydia hocha la tête. Je n'ose même pas imaginer ce que ça doit être. 6 ans de temps perdu. Dans le couloir, le docteur Cooper étudiait les nouveaux scanners CT, fronçant les sourcils devant les améliorations subtiles de l'activité cérébrale d'Oliver. Il n'était pas encore prêt à susciter de faux espoirs, mais les scanners laissaient entrevoir des changements. Une lente réactivation dans des zones du cerveau qui étaient en sommeil depuis si longtemps. Eh bien, monsieur Reynolds, murmura le docteur Cooper pour lui-même, tapotant le coin du scanner avec son stylo. Vous pourriez bien être là-dedans, après tout. Vers l'après-midi, un silence tomba sur la chambre d'Oliver. Les rideaux étaient tirés pour laisser une douce lumière du soleil le baigner. Dehors, des membres du personnel anxieux regardaient à travers le panneau de verre. Certains étaient simplement curieux. D'autres avaient commencé à échafauder des théories sur la façon dont le réveil d'un milliardaire pourrait affecter l'avenir de l'hôpital. Le jour se mua en nuit, et le docteur Cooper refusa de partir, préférant monter la garde. Vers minuit, les paupières d'Oliver se mirent à battre. Avec un faible gémissement, il tenta de parler, mais seul un son rauque émergea. L'infirmière de service se précipita à ses côtés, lui offrant un coton-tige humide pour humecter ses lèvres gercées. Le docteur Cooper se rua à l'intérieur, son stéthoscope cliquetant contre son cou. « Oliver, dit-il à nouveau, cette fois plus calmement. Pouvez-vous ouvrir les yeux pour moi ?» Il y eut un moment de tension alors que les sourcils d'Oliver se froncèrent, comme s'il luttait contre un effort monumental. Lentement, ses yeux s'ouvrirent, vitreux et sans focus. Pour la première fois en 6 ans, Oliver Reynolds voyait le monde qui l'entourait, bien qu'il reconnût à peine la chambre d'hôpital qui était devenue son domaine. Ses cordes vocales, inutilisées depuis si longtemps, produisirent à peine un murmure. Pourtant, le seul mot qu'il réussit à prononcer portait plus de pouvoir que toutes les affaires qu'il avait autrefois conclues. Ou. C'était à la fois une question et une supplique, un faible cri d'un homme perdu dans une réalité disjointe. Le docteur Cooper se pencha, croisant le regard de son patient. « Vous êtes à l'hôpital New York, merci, dit-il doucement. Vous avez eu un accident, Oliver. Vous avez été dans le coma pendant un certain temps. » Les yeux d'Oliver parcoururent la pièce, essayant de reconstituer les détails. Les machines qui bipaient, les perfusions, l'odeur stérile, tout était étranger et pourtant étrangement familier. Il essaya de lever le bras, mais il avait l'impression d'être attaché à un point invisible. Même tourner la tête lui donnait le vertige. Son rythme cardiaque s'accéléra. Doucement, apaisa le docteur Cooper, posant une main doucement sur l'épaule d'Oliver. Allez-y lentement. Vous êtes en sécurité. Nous sommes là pour vous aider. Oliver ferma les yeux un instant, laissant les mots s'imprégner. Il sentit la panique le gagner, mais elle fut maîtrisée par l'épuisement pur de redécouvrir la conscience. Pendant ce temps, Lydia observait depuis un coin de la pièce, un soulagement l'envahissant. Elle avait été la première à témoigner de son mouvement. Maintenant, elle était parmi les premiers à assister à son réveil. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment Oliver gérerait la réalité de 6 années perdues. Et au fond d'elle, elle se souvint de quelque chose qu'un autre membre du personnel avait mentionné. Une discrète agent d'entretien nommée Nora qui visitait la chambre d'Oliver chaque semaine. C'était un détail étrange, mais dans le tourbillon de l'excitation médicale, il fut éclipsé par la question plus pressante du fragile réveil d'Oliver. Alors que l'horloge sonnait 1 heure du matin, Oliver retomba dans un léger sommeil. Le docteur Cooper mit à jour les dossiers médicaux et passa un appel au directeur de l'hôpital, l'informant que leur patient comateux de longue date avait commencé à s'agiter. La nouvelle se répandrait bientôt bien au-delà des couloirs de l'hôpital. En quelques jours, les médias pourraient s'emparer de l'histoire, ressuscitant le « roi gelé » de leurs archives. Mais Oliver, fragile et à peine capable de parler, n'avait aucune idée du spectacle que son réveil allait provoquer. Il n'avait aucune idée de la façon dont le monde avait radicalement changé, ni de la manière dont sa propre vie était sur le point d'être profondément modifiée par une femme humble au cœur aussi grand que sa fortune dormante. Au lever du soleil, Oliver était plus lucide, bien qu'encore épuisé par l'épreuve d'être simplement éveillé. Il cligna des yeux face à la lumière matinale qui filtrait à travers les stores. Son corps était endolori à des endroits qu'il ne savait même pas pouvoir faire mal. Le couloir de l'hôpital était bruyant, un contraste saisissant avec le silence dans lequel il avait dérivé pendant 6 ans. Le docteur Cooper entra, suivi d'une petite escorte de résidents. Un examen neurologique quotidien était devenu la nouvelle routine. Ils testèrent les réflexes d'Oliver,
mesurèrent son tonus musculaire et lui posèrent des questions simples. « Quelle année sommes-nous » demanda le docteur Cooper, tapotant le genou gauche d'Oliver avec un petit marteau à réflexe. Oliver fronça les sourcils. 2019. Sa voix était faible, chaque mot un labeur. Le docteur Cooper griffonna des notes. C'est en fait 2025. Vous avez été dans le coma pendant 6 ans. La réalité frappa Oliver plus durement cette fois. La veille, il avait été trop désorienté pour saisir pleinement le chiffre. Maintenant, c'était comme un coup de poing à l'estomac. 6 ans. Il se demanda si quelqu'un lui avait manqué. Il pensa à son père, pour se souvenir avec une pointe de douleur que le vieil homme était mort peu avant son accident. Puis, de vagues images d'Ethan, son demi-frère, traversèrent son esprit. Comment Ethan avait-il géré l'entreprise? Le docteur Cooper se racla la gorge. Nous ferons venir un kinésithérapeute plus tard, quelqu'un pour vous aider à retrouver votre force musculaire. La route vers la guérison sera peut-être longue, mais vous faites des progrès. Oliver ferma brièvement les yeux, hochant la tête. Le concept d'une longue convalescence semblait trivial comparé à la crise existentielle qui couvait en lui. À ce moment, la porte de l'hôpital s'ouvrit et un homme bien habillé, au début de la trentaine, entra. Ses cheveux lissés en arrière et un air confiant. Ethan. Oliver, souffla-t-il en s'approchant. Sa voix tremblait d'une surprise sincère. Tu es réveillé. Les yeux d'Oliver scrutèrent le visage d'Ethan. La dernière fois qu'il avait vu son jeune demi-frère, Ethan n'avait qu'une vingtaine d'années, apprenant encore les ficelles du métier sous la direction sévère d'Oliver. Maintenant, Ethan avait l'air plus vif, plus affirmé, avec une allure polie qui laissait deviner des années de commandement d'entreprise. Ethan, croassa Oliver. Tu es toujours là. Ethan eut un petit rire, bien que teinté de tristesse. Où serais-je d'autre? Ils m'ont appelé dès qu'ils ont su que tu revenais à toi. Je me suis dit que je ferais mieux d'arriver vite. Les deux frères se regardèrent un instant, des années de tension non dites inondant dans la pièce. Le docteur Cooper fit signe à ses résidents de partir, laissant les frères et sœurs en privé. Comment va l'entreprise? Demanda Oliver, à l'endroit au sujet qui définissait une grande partie de sa vie. Ethan sourit, tirant une chaise à côté du lit. Reynolds Tech est solide. Nous avons lancé de nouvelles initiatives en intelligence artificielle et nous nous sommes étendus sur les marchés internationaux. Je suis le PDG par intérim depuis ton accident. Oliver déglutit, essayant de concilier l'image d'un jeune frère luttant pour trouver sa place avec la réalité d'un homme qui s'en était apparemment bien sorti, voire mieux, en son absence. Une étincelle de jalousie jaillit dans la poitrine d'Oliver, mais elle fut tempérée par une sorte de respect à contre-cœur. L'héritage de père est-il resté intact? Demanda Oliver. Les yeux d'Ethan dérivèrent un instant. Oui, et nous sommes allés au-delà. Le conseil est satisfait de la direction. J'ai fait de mon mieux, Oliver. Il y avait une pointe de vulnérabilité dans la voix d'Ethan, suggérant qu'il cherchait une approbation, même maintenant. Oliver réussit un faible hochement de tête. Il n'avait pas l'énergie d'interroger Ethan sur chaque détail des états financiers de l'entreprise. Je suis reconnaissant, dit doucement Oliver, bien que le mot semblât étranger sur sa langue. Il n'avait pas l'habitude d'exprimer sa gratitude. Les épaules d'Ethan se détendirent visiblement. Il se pencha en avant, un air de préoccupation sur le visage. Comment te sens-tu? Les médecins disent que tu as un long chemin à parcourir, physiquement et mentalement. Mais j'aiderai de toutes les manières possibles. Le regard d'Oliver tomba sur la perfusion à son bras, les bandages autour de sa tête là où ils avaient pratiqué des interventions chirurgicales. Je me sens faible. Tout est si lourd. Tu retrouveras tes forces, dit Ethan, posant une main doucement sur l'avant-bras d'Oliver. Quelle que soit la thérapie ou l'aide médicale dont tu as besoin, nous l'obtiendrons. Pendant quelques instants, l'hôpital bourdonna autour d'eux dans une sympathie silencieuse. Le temps semblait compressé, comme si les 6 années qui les séparaient s'étaient effondrées dans cette pièce stérile. Ethan se racla la gorge. Oliver, je ne vais pas te bombarder de détails maintenant, mais disons simplement que l'entreprise est stable. Tu as la possibilité de reprendre ton poste si et quand tu seras prêt. Oliver détourna le regard, la notion de revenir à un poste de PDG puissant lui semblant absurdement distante. Il était cloué au lit, dépendant des machines pour les fonctions corporelles de base. Le monde réel semblait intangible. Merci,
réussit à dire Oliver. Il sentit un courant sous-jacent d'émotions contradictoires, le soulagement que le travail de sa vie ne se soit pas effondré, la curiosité de savoir comment le monde avait changé, et un vide lancinant en réalisant le peu de vie personnelle qu'il avait eu avant l'accident. Pas d'épouse, pas d'enfant. Il se souvint des tabloïds qu'il avait surnommé le « millionnaire stérile ». Le surnom était un rappel douloureux d'un secret qu'il avait gardé précieusement. Un qui aurait pu avoir de l'importance autrefois, mais qui, maintenant, après 6 ans de quasi-mort, semblait étrangement sans pertinence. Comme s'il sentait la fatigue d'Oliver, Ethan se leva. « Je vais te laisser te reposer. Je reviendrai demain, et nous pourrons parler davantage. C'est bon de te voir réveillé, Oliver. » Une fois Ethan parti, Oliver fixa le plafond, laissant le doux bip du moniteur cardiaque le bercer dans un état contemplatif. Il pensa à l'empire qu'il avait laissé derrière lui, et comment il semblait avoir prospéré sans lui. L'ironie amère ne lui échappa pas. Il ferma les yeux, essayant de se souvenir de la dernière relation significative qu'il avait eue. Les souvenirs se brouillèrent, mais tout ce qu'il trouva, ce furent des réunions de conseil, des feuilles de calcul et des nuits solitaires dans une suite de pentouzes. « Tu as été absent pendant 6 ans, avait dit le docteur Cooper. Beaucoup de choses ont changé. Oliver ne pouvait que se demander ce que ces changements signifiaient pour lui sur le plan personnel. Le monde l'accueillerait-il même de nouveau, ou avait-il tourné la page, tout comme son entreprise l'avait clairement fait? Il ne savait pas encore qu'un phare de chaleur inattendu était sur le point d'entrer dans sa vie. Une présence douce qui lui avait rendu visite tranquillement semaine après semaine, lui parlant comme s'il pouvait entendre chaque mot. Malgré les fréquentes mises à jour de l'équipe médicale, c'est un petit commentaire d'un aide-soignant qui piqua le premier l'intérêt d'Oliver pour Nora. Il était en pleine séance éreintante d'ergothérapie. Un thérapeute guidait sa main dans des mouvements lents et délibérés, essayant de réveiller des muscles longtemps dormants, quand il surprit un bout de conversation. Madame Martinez a dit que Nora passe dans la chambre d'Oliver Reynolds depuis une éternité. Même quand il n'y avait aucun signe qu'il se réveillerait un jour, murmura l'aide-soignant à Lydia en passant. Oliver se figea, laissant les instructions du kinésithérapeute s'estomper en arrière-plan. Un instant, il crut avoir mal entendu. Quelqu'un lui rendait visite régulièrement. Quelqu'un qu'il ne connaissait même pas. Il grimaça en essayant de tourner la tête, ses muscles protestant. « Excusez-moi, dit-il d'une voix rauque en s'adressant à Lydia. Avez-vous mentionné une Nora ?» Les joues de Lydia s'empourprèrent. Elle n'avait pas réalisé qu'Oliver était à portée de voix. « Oh, oui, monsieur Reynolds. » Elle lui offrit un sourire prudent. « Il y a une femme nommée Nora. Elle passe parfois pendant sa pause déjeuner. »« Pour moi ?» demanda Oliver, véritablement perplexe. « Oui, » répondit Lydia. « Elle apporte de petits cadeaux, des fleurs, de petites cartes, même des couvertures au crochet. Elle s'asseyait simplement près de votre lit et parlait. Personne ne comprenait pourquoi, mais elle insistait sur le fait que c'était quelque chose qu'elle se sentait obligée de faire. » L'esprit d'Oliver tourbillonna. C'était un contraste frappant avec le monde de l'entreprise qu'il connaissait, où chaque action avait un motif calculé, surtout toute gentillesse visant un milliardaire. Après la thérapie, alors que la journée avançait, Oliver ne pouvait se défaire de sa curiosité. Il fit de nouveau appel à Lydia lorsqu'elle passa pour vérifier sa perfusion. « Savez-vous où je peux trouver cette Nora ?» demanda-t-il. « Où pouvez-vous lui demander de me rendre visite ?» Lydia haussa les épaules. « Elle vient généralement pendant ses pauses. C'est une agente d'entretien ici. » « Une agente d'entretien » répéta Oliver. Le mot semblait incongru avec l'idée de gentillesse non sollicitée avec laquelle il se débattait. « Êtes-vous sûr qu'elle ne travaille pas pour moi ? Peut-être que mon frère l'a engagée pour ça. » Lydia secoua la tête. « Non, monsieur. Nora est une mère célibataire, pour autant que je sache. Elle travaille ici depuis quelques années, et certainement pas sur votre liste de paix. » Ce soir-là, Oliver se retrouva à fixer les murs jaunes pâles de sa chambre d'hôpital, essayant de trouver une logique. Les fleurs dans le coin, il avait supposé qu'elles provenaient d'associés commerciaux ou de sympathisants. Mais peut-être que certaines d'entre elles venaient de Nora. Pourquoi une étrangère consacrerait-elle du temps et de l'argent à un homme comateux sans lien connu avec elle? Cela n'avait aucun sens dans l'ancienne vision du monde d'Oliver. Le lendemain, après une autre séance épuisante de kinésithérapie, il décida de prendre l'initiative. Il demanda au docteur Cooper la permission de parler à l'administrateur de l'hôpital,
qui saurait peut-être comment contacter Nora. Cependant, c'est l'infirmière Lydia qui réussit à transmettre plus rapidement la demande d'Oliver par le bouche à oreille du personnel. Cet après-midi-là, alors qu'Oliver somnolait, on frappa doucement à sa porte. Il s'agita, se tournant pour voir une femme mince aux yeux doux entrer. Son uniforme était une simple blouse bleu pâle. Elle tenait un petit bouquet de marguerites dans une main. « Monsieur Reynolds » demanda-t-elle doucement. Oliver la dévisagea. Elle avait la trentaine, avec des rides de fatigue gravées autour des yeux qui laissaient deviner une vie de responsabilité et de défi. Ses cheveux étaient tirés en une queue de cheval pratique, et sa posture était droite, d'une manière qui suggérait qu'elle avait l'habitude de rester debout de longues heures. « Oui » répondit Oliver. Sa voix était encore faible. Il esquissa un petit sourire. « Vous êtes Nora, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, faisant un pas de plus. « J'ai entendu dire que vous vouliez me voir. J'espère que ça ne vous dérange pas. » Oliver remarqua l'appréhension dans ses yeux, comme si elle craignait d'être réprimandée ou congédiée. « S'il vous plaît, » dit-il, désignant la chaise à côté de son lit. « Asseyez-vous. » Nora hésita, puis posa délicatement le bouquet sur une table d'appoint avant de s'asseoir. L'air entre eux était chargé, lourd du poids des questions non dites. « J'ai entendu dire » commença Oliver en cherchant ses mots. « J'ai entendu dire que vous me rendiez visite pendant tout ce temps. » Ses joues s'empourprèrent d'un rose délicat. « Oui, c'est vrai. J'espère que ce n'était pas déplacé. » Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Vous sembliez toujours si seul. Pas de famille qui venait souvent. Pratiquement pas d'amis. Je venais pour nettoyer les sols et je remarquais le vide. » Le cœur d'Oliver battait la chamade. Pendant si longtemps, il s'était enorgueilli d'être intouchable, un loup solitaire par choix. Pourtant, voici une femme qui voyait son isolement non pas comme un pouvoir, mais comme de la solitude. « Je l'apprécie » dit-il doucement. « Vraiment. Mais pourquoi ? Je ne vous ai jamais rencontré. Nous sommes des étrangers. » Nora baissa les yeux sur ses mains. « Ma mère m'a élevé pour faire de petits actes de gentillesse chaque fois que possible. Je n'avais pas grand-chose à donner. Juste du temps, en fait. Vous sembliez en avoir besoin. » Un tourbillon d'émotions contradictoires monta en Oliver. Gratitude, confusion, humilité. Il était habitué à ce que les gens fassent des choses pour lui en échange d'argent ou d'influence. Mais la compassion de Nora n'offrait aucun angle de ce type. « Vous avez une famille » demanda Oliver, se souvenant du commentaire de Lydia. Nora hocha la tête. « 2 enfants, un garçon et une fille. » L'aveu fit ressentir à Oliver une étrange pointe d'envie. Il n'avait jamais eu d'enfant, n'avait jamais vraiment construit une vie au-delà des distinctions professionnelles. Elle se leva, sortant un petit marque-page au crochet de sa poche. « J'ai fait ça pour vous. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espérais que ce serait quelque chose que vous pourriez éventuellement utiliser dans un livre ou un journal quand vous vous réveilleriez. » Oliver prit le délicat morceau de fil, passant ses doigts sur les points nets. Il déglutit contre la boule qui se formait dans sa gorge. « Merci. » Nora offrit un sourire timide. « Eh bien, je devrais y aller. Je suis juste contente que vous soyez réveillée. » Il la regarda partir. Le léger parfum des marguerites persistant derrière elle. À ce moment, Oliver sentit une chaleur se répandre en lui. Une flamme subtile de connexion humaine qui était entièrement nouvelle. Allongé sur son oreiller, le marque-page au crochet à la main, Oliver réalisa que le plus grand pouvoir qu'il ait jamais connu, sa richesse, ne l'avait pas sorti de son coma ni ne s'était vraiment soucié de son existence. C'était quelque chose de bien plus simple, mais infiniment plus profond, la compassion sincère d'une étrangère. Le lendemain, Oliver attendit avec anxiété la pause de Nora, pas tout à fait sûr qu'elle reviendrait. Il se retrouva préoccupé par des questions. Comment trouvait-elle le temps de passer dans sa chambre ? Qu'est-ce qui la poussait à faire preuve de gentillesse à plusieurs reprises envers quelqu'un qu'elle ne connaissait pas ? Quand midi passa sans visite, Oliver ressentit une surprenante pointe de déception. Il essaya de s'occuper en examinant de vieux documents financiers qu'Ethan avait laissés. Un épais dossier détaillant les principales étapes de Reynolds Tech au cours des 6 dernières années. Mais les mots se brouillaient sur la page, et il se retrouva à moitié concentré. Son esprit revenait à l'image de Nora plaçant tranquillement des marguerites sur sa table de chevet. Enfin, vers 3 heures de l'après-midi, un léger coup à la porte interrompit sa rêverie.
Elle apparut de nouveau à la porte, tenant cette fois un petit sac à lunch dans une main. « Est-ce que je dérange ?» demanda-t-elle en jetant un coup d'œil au dossier étalé sur le plateau d'Oliver. « Non, pas du tout, » dit Oliver. Un sourire sincère se dessina sur ses lèvres. « Entrez, je vous en prie. » Nora entra prudemment dans la pièce, ses yeux parcourant les pages de feuilles de calcul d'entreprise. « Ça a l'air intense, » observa-t-elle. Oliver laissa échapper un petit rire sec. « J'essaie juste de rattraper 6 ans de... » Eh bien, de tout. Il ferma le dossier, le mettant de côté. Mais rien de tout cela n'a beaucoup d'importance si je ne peux même pas encore marcher sans aide. Elle hocha la tête avec empathie. Vous le pourrez. Vous y arriverez. Oliver désigna la chaise. Asseyez-vous. Nora hésita un instant avant de s'asseoir. Elle ouvrit son sac à lunch, en sortant un sandwich. Je n'ai pas eu le temps de manger plus tôt, et les files d'attente à la cafétéria étaient longues, alors. Ça ne vous dérange pas si je mange ici? La question semblait si rafraîchissante de normalité que la poitrine d'Oliver se serra d'une émotion inhabituelle. Pas du tout. C'est votre pause déjeuner. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Elle sourit et déballa son sandwich, prenant une petite bouchée. Oliver la regarda, réalisant qu'il n'avait jamais vu quelqu'un manger avec une telle quiétude pratique. Aucun sentiment d'urgence, juste la nécessité de se ravitailler. Il se racla la gorge, ne sachant pas comment aborder les nombreuses questions qui tourbillonnaient dans son esprit. « Je voulais vous dire merci, commença-t-il, de m'avoir rendu visite, pour les cadeaux, de m'avoir parlé, même quand vous n'aviez aucune raison de croire que je pouvais vous entendre. » Nora secoua la tête. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, monsieur Reynolds. » Oliver, intervint-il doucement. « S'il vous plaît, appelez-moi Oliver. » Elle fit une pause, considérant sa demande. « D'accord, Oliver, dit-elle en posant son sandwich. Je suis juste contente que vous soyez réveillé et que vous vous sentiez mieux. » Oliver étudia son visage, remarquant les ombres subtiles sous ses yeux. « Vous travaillez comme agent d'entretien ici à plein temps? » « Oui, répondit-elle. Je nettoie divers étages, les soins intensifs, les couloirs, les chambres de patients s'ils n'ont pas de famille. Je prends aussi des quarts de week-end à la buanderie. » Il haussa un sourcil. « Ça a l'air. Beaucoup. » Un petit rire doux lui échappa. « Ça l'est, mais je gère. J'ai 2 enfants à charge, et, eh bien, ce n'est jamais facile d'être un parent seul. » Oliver ressentit une pointe de sympathie, chose à laquelle il n'était pas habitué. « J'imagine. Quel âge ont-ils » Ses yeux s'illuminèrent à la mention de ses enfants. « Ma fille, Lily, a 9 ans, et mon fils, Marcus, en a 7. Ce sont de bons enfants. Ils adorent l'école. Lily est passionnée de dessin et de peinture, tandis que Marcus veut devenir footballeur. » Oliver écoutait, intrigué par cette fenêtre sur une vie si différente de la sienne. « Et leur père » demanda-t-il doucement. Le regard de Nora baissa momentanément. « Il est décédé il y a 3 ans. D'un cancer. » Une vague de remords traversa Oliver pour avoir posé la question. « Je suis vraiment désolé. Ça a dû être difficile. » Elle fit un petit hochement de tête. « Ça l'a été. Mais nous nous en sommes sortis. J'essaie de garder les choses stables pour eux. » Il y eut une pause, le poids des défis de Nora planant dans la pièce. Oliver se trouva inopinément ému par sa résilience. « Vous auriez pu passer vos pauses n'importe où, dit-il doucement. Dans une salle de repos, ou dehors. Pourquoi venir ici ? » Elle haussa les épaules, regardant ses mains. « En vous voyant, jour après jour, ça m'a fait réfléchir. Et si c'était quelqu'un qui avait juste besoin d'un peu de compassion ? Peu importait que vous m'entendiez ou non. C'était juste. Ce qui me semblait juste. » Ces paroles frappèrent profondément Oliver. Un millier de négociations commerciales n'avaient jamais suscité en lui une émotion aussi sincère. Il se racla la gorge, essayant de garder son sang-froid. « Je n'ai jamais vraiment connu ce genre de gentillesse. » Nora fronça les sourcils. « C'est triste. Tout le monde mérite la gentillesse. » Oliver aurait aimé avoir une répartie spirituelle, mais il se trouva perdu dans ses pensées. Il réalisa que, à bien des égards, il était confronté à la dure vérité de son passé. Une vie passée à cultiver le pouvoir plutôt que les relations.
la conversation dériva vers des sujets plus légers. Les plats préférés, les bêtises des enfants de Nora. Les premiers souvenirs d'Oliver voyageant à travers le monde pour affaires. Il fut surpris de la facilité avec laquelle il parlait avec elle, de la sensation naturelle que cela procurait. Quand Nora eut fini son déjeuner, elle rassembla ses déchets et se leva. « Je dois retourner au travail. Mais je passerai vous voir plus tard, si vous le souhaitez. »« J'aimerais bien, » admit-il. « Merci, Nora. » Elle s'arrêta près de la porte, croisant son regard. « Un jour à la fois, Oliver. Vous allez vous en sortir. » Longtemps après son départ, Oliver resta à fixer les marguerites sur la table, le marque-page au crochet posé sur ses genoux. Pour la première fois depuis des années, peut-être même plus longtemps que son coma, il sentit une étincelle d'espoir sincère et de connexion humaine. C'était un sentiment qu'il ne savait pas trop comment gérer, mais il savait qu'il ne voulait pas le laisser s'échapper. Au cours de la semaine suivante, Oliver et Nora tombèrent dans une routine agréable. Après ses séances de kinésithérapie matinale, Oliver se reposait un moment. Puis, Nora passait pendant sa pause déjeuner ou après la fin de son service, apportant de petits gages de normalité, un magazine qu'elle avait trouvé, un cookie fait maison en plus de la fournée de ses enfants, ou simplement une histoire sur sa journée. Plus Oliver passait de temps avec Nora, plus il en apprenait sur sa vie. Un après-midi, alors que les services étaient relativement calmes, elle tira une chaise à côté de son lit. Dehors, la pluie tambourinait sur les fenêtres de l'hôpital, jetant une lumière grise dans la pièce. Nora but une gorgée d'un gobelet en plastique d'eau. « Eh bien, commença-t-elle, vous savez déjà que j'ai 2 enfants. Mais je suppose que je ne vous ai jamais raconté comment nous avons atterri ici, à New York, et comment j'ai fini par travailler à l'hôpital merci. » Oliver mit de côté le menu de l'hôpital qu'il faisait semblant de lire. « Si vous êtes à l'aise pour le partager, j'aimerais savoir. » Elle hocha la tête, fixant un poing sur le sol comme s'il pouvait révéler ses souvenirs plus en détail. « J'ai grandi dans une petite ville du nord de l'État de New York. Pas beaucoup d'opportunités là-bas. J'ai rencontré mon mari, James, quand j'avais 19 ans. Il était tout, gentil, travailleur, drôle. Nous nous sommes mariés jeunes, puis nous avons eu Lily et Marcus. » Oliver remarqua une douce nostalgie dans ses yeux. « On dirait que vous aviez un lien fort tous les deux. » C'était le cas, dit-elle en souriant faiblement. James a pris un poste de professeur, et je travaillais à temps partiel dans une épicerie. Nous n'étions jamais riches, mais nous nous en sortions. Une vraie maison, une cour pour les enfants, une assurance maladie décente. Elle fit une pause, et Oliver sentit venir le tournant plus sombre. Puis, quand Marcus avait 4 ans, on a diagnostiqué à James une forme rare de cancer de l'estomac. Nous nous sommes battus. Nous avons tout essayé, chimio, traitements alternatifs, séjour à l'hôpital, mais nous n'avions pas assez d'argent pour tous les traitements dont il avait besoin. Finalement, nous avons vendu la maison pour couvrir les factures médicales. Quand il est décédé, elle laissa échapper un souffle tremblant, nous n'avions plus rien. La main d'Oliver tressaillit instinctivement, désireuse d'offrir du réconfort. Il se contenta de presser sa paume contre le lit, sentant la tension de l'empathie. « Je suis désolé, dit-il. Je ne peux pas imaginer à quel point ça a été difficile. » Nora continua d'un ton mesuré, comme si elle récitait une histoire qu'elle s'était racontée de nombreuses fois pour rester calme. « Ma mère vivait à New York avec sa sœur. Elles m'ont recueilli, m'ont aidé à trouver un emploi ici, à l'hôpital merci. Au début, je travaillais comme aide à la cafétéria. Puis j'ai été transféré à l'entretien parce que ça offrait un salaire légèrement plus élevé et des horaires plus flexibles. » Oliver hocha la tête, absorbant chaque mot. « Et vos enfants ? » Ils se sont adaptés du mieux qu'ils ont pu. Lily est assez grande pour se souvenir de son père, donc c'est elle qui a eu le plus de mal. Marcus était plus jeune, mais il a des bribes de souvenirs. Nous partageons un minuscule appartement dans le Queens. Ce n'est pas glamour, mais c'est chez nous. Un regard fugace de fierté brilla dans ses yeux. J'essaie de prendre des quarts supplémentaires chaque fois que possible pour pouvoir leur payer des activités extrascolaires. Comme le matériel d'art de Lily ou l'équipement de football de Marcus. L'esprit d'Oliver dériva vers sa propre éducation, la présence constante de la richesse et des opportunités. Il n'avait jamais connu le genre de sacrifice que Nora décrivait. « C'est incroyable, dit-il en choisissant ses mots avec soin. Vous avez fait tellement de choses toute seule. » Nora glissa une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. «
Je fais juste ce que n'importe quel parent ferait. Si vous aviez des enfants, je suis sûr que vous comprendriez. Il déglutit, ressentant une pointe familière à la mention d'enfant, un rappel de sa condition médicale. Je ne peux pas avoir d'enfant, dit-il doucement, se surprenant lui-même de la franchise de son aveu. L'expression de Nora s'adoucit. Oh, Oliver, je suis désolé. C'est un problème médical? Il fit un bref signe de tête. Oui. Je l'ai découvert il y a des années. Je n'en ai jamais parlé à beaucoup de gens. La presse en a eu vent d'une manière ou d'une autre, m'appelant le millionnaire stérile. Mon père était dévasté, inquiet pour les héritiers de la fortune Reynolds. Je suppose que c'est en partie pourquoi je me suis jeté dans le travail. Un silence doux les enveloppa. Nora tendit la main, posant une main réconfortante sur l'avant-bras d'Oliver. Tout le monde a quelque chose, dit-elle doucement. Nous portons tous des fardeaux, certains visibles, d'autres non. Le vôtre ne définit pas qui vous êtes. Il croisa son regard, la gratitude gonflant en lui. Personne ne lui avait jamais parlé de cette façon. Merci, réussit-il à dire. Elle expira lentement, comme si elle laissait échapper une tension intérieure. Quoi qu'il en soit, voilà mon histoire en quelques mots. Une veuve qui essaie de joindre les deux bouts. Mais ça va. Mes enfants sont en bonne santé et heureux, et c'est ce qui compte. Ils parlèrent encore un moment, dérivant vers des sujets plus légers. Des anecdotes amusantes sur les tentatives culinaires de Marcus, les croquis élaborés de leur chat par Lily, les luttes quotidiennes du travail à l'hôpital. À la fin de la conversation, Oliver avait l'impression de connaître Nora depuis bien plus d'une semaine. Quand elle se leva enfin pour partir, Oliver se sentit réticent à la laisser s'en aller. Une nouvelle sensation le taraudait, une envie d'aider, de protéger, de rembourser d'une manière ou d'une autre la gentillesse qu'elle lui avait montrée. Il savait que ce serait compliqué. Après tout, il était encore essentiellement cloué au lit, dépendant des autres pour tout, des repas à la kinésithérapie. Mais une graine de détermination prit racine dans son cœur. Il la regarda se glisser hors de la pièce, l'odeur de désinfectant la suivant. À cet instant, Oliver se fit une promesse silencieuse. Une fois qu'il serait assez bien, il s'assurerait que Nora et ses enfants ne ressentiraient plus jamais le poids écrasant du désespoir financier. Alors que la force d'Oliver revenait progressivement, sa conscience de tout ce qu'il avait perdu, et de tout ce qu'il n'avait jamais vraiment eu, revenait aussi. Ses séances de kinésithérapie s'intensifièrent. Bien qu'elles le laissassent épuisé, il découvrit qu'elles lui donnaient aussi un but. Chaque jour, il mesurait ses progrès par de minuscules avancées, un pas supplémentaire sans aide, moins de tremblements dans ses mains, la capacité de se tenir debout un moment de plus. Mais alors que son corps se réparait, son esprit luttait avec une dure réalité. En 6 ans d'absence, pratiquement personne en dehors de son cercle d'affaires immédiat ne lui avait vraiment manqué. Bien sûr, Ethan passait consciencieusement, discutant des changements chez Reynolds Tech, mais même ses visites semblaient souvent superficielles, comme si Ethan cochait une case. Les membres du conseil d'administration lui rendirent visite une fois, principalement pour évaluer si Oliver reprendrait le contrôle. Il n'y avait pas d'amis proches, pas de partenaire romantique débordant de soulagement de le voir réveillé. Il était, malgré toute sa richesse, absolument seul. Un après-midi, Oliver était assis dans une petite salle de rééducation réservée à la kinésithérapie. Une rangée de barres parallèles s'étendait devant lui, conçue pour aider les patients à réapprendre à marcher. Il respirait lourdement, la sueur perlant sur son front. Son kinésithérapeute, un homme patient nommé Ravi, hocha la tête pour l'encourager. « Allez-y doucement, Oliver. Un pas à la fois. » Les bras d'Oliver tremblaient alors qu'il s'agrippait aux barres et tentait un pas. Ses muscles des jambes protestaient, les souvenirs de la descente des pistes des Alpes se heurtant violemment à cette nouvelle réalité où même marcher quelques mètres était une tâche monumentale. Avant, je dévalais des pistes noires, marmonna amèrement Oliver. Ravi posa une main rassurante sur son dos. Vous le ferez à nouveau si c'est votre objectif. Mais concentrons-nous sur le moment présent. Oliver fit un autre pas chancelant, sa respiration saccadée. Il arriva à mi-chemin des barres avant de devoir s'arrêter, la poitrine serrée et les yeux brûlants. À son grand dam, les larmes menaçaient de couler. Il les essuya rapidement, furieux contre lui-même pour cette démonstration de faiblesse. Ravi le ramena à une chaise. « Vous avez bien travaillé, dit-il doucement. Nous réessayerons demain. » Oliver hocha la tête, mais la frustration pesait lourdement sur lui.
L'ancien Oliver Reynolds était fier de son autonomie, de gagner à chaque compétition. Maintenant, il ne pouvait même pas naviguer dans un couloir d'hôpital sans aide. De retour dans sa chambre, il trouva un petit carré au crochet sur son oreiller, probablement une autre des créations de Nora. Celui-ci représentait un soleil jaune vif dans un ciel bleu clair. Les bords étaient joliment festonnés. Il le tint dans ses mains, passant ses doigts sur le fil. Une note attachée disait « Pour quand vous avez l'impression que le monde extérieur vous manque ». Une boule se forma dans la gorge d'Oliver. Dans la solitude tranquille de cette chambre d'hôpital, il fixa le soleil au crochet, pensant que Nora et ses enfants étaient plus une famille qu'il n'en avait jamais connue. Il se souvint du jour où il avait appris sa stérilité, comment son père s'était mis en colère, convaincu que l'incapacité d'Oliver à produire un héritier était un coup dévastateur pour la lignée Reynolds. Ce moment avait creusé un fossé entre eux, approfondissant le sentiment d'isolement d'Oliver. Il ferma les yeux, inspirant lentement. « À quoi sert tout cet argent ?» murmura-t-il à personne, « si je n'ai personne avec qui le partager ?» Un léger coup à la porte le surprit. Nora entra, portant la même blouse bleue. « Désolé, je venais juste déposer quelques trucs. »« Ça ne vous dérange pas si j'entre ?» Oliver déglutit difficilement et lui fit signe d'entrer. « Je vous en prie. » Elle posa une petite corbeille de fruits sur la table. « J'ai pensé que vous aimeriez quelque chose de frais. »« Merci », réussit à dire Oliver. Sa voix était tendue. Le regard de Nora vacilla vers le soleil au crochet dans ses mains. « Il vous plaît ?»« Il est magnifique, » dit-il en forçant un sourire. « Je pensais juste. » Elle rapprocha une chaise. « Oliver, si quelque chose vous dérange, vous pouvez me le dire. Ou non, c'est à vous de voir. Mais je suis là, quoi qu'il arrive. » La sincérité dans sa voix était presque écrasante. Oliver déglutit contre le flot d'émotions. J'ai réalisé à quel point j'ai été seul. Même avant le coma, j'ai repoussé les gens. J'étais tellement concentré sur la construction d'une forteresse de succès. Nora hocha la tête, son expression empathique. Parfois, on fait ça, en pensant que ça nous protégera. Mais ça empêche aussi les bonnes choses d'entrer. Il serra la mâchoire, se souvenant du nombre d'occasions de connexion authentique qu'il avait probablement gaspillées au profit de gains d'entreprise. Je ne me suis jamais marié, jamais eu de relation sérieuse. J'évitais les attachements, craignant qu'ils ne compliquent ma vie. Et pourtant me voilà. Il s'interrompit, incapable d'articuler le mélange tourbillonnant de regrets et de désirs. Nora posa une main sur son bras. Vous n'êtes plus seul, dit-elle simplement. Je sais que ça n'efface pas le passé, mais peut-être que ça peut changer l'avenir. Ces mots restèrent en suspens dans l'air, remplissant Oliver d'un espoir timide. Il sentait les graines de la transformation prendre racine en lui. Pour la première fois, il ne voulait pas seulement retrouver son ancienne vie. Il voulait en construire une nouvelle, une vie définie par plus que de simples victoires en salle de conseil. Il lui sourit, un sourire sincère et sans défense. Merci, Nora. Pour tout. Elle lui serra doucement le bras. De rien. Cette nuit-là, après le départ de Nora, Oliver fixa le soleil au crochet jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il ne rêva pas de contrat d'entreprise ou d'accident de ski, mais d'un simple dîner de famille. Des enfants qui rient, une maison confortable remplie de chaleur. C'était le rêve d'une vie qu'il n'avait jamais vraiment connue, mais qui, pour la première fois, semblait à portée de main. 2 autres semaines passèrent, et l'état d'Oliver s'améliora régulièrement. Il passa d'un fauteuil roulant à la marche avec une canne. Il avait encore besoin de pause après quelques minutes debout, mais chaque petite victoire remontait son moral. Le personnel médical remarqua sa détermination accrue, une étincelle qui semblait alimentée par quelque chose de plus que la simple volonté de guérir. Pendant ce temps, Nora commença à présenter ses enfants à Oliver par petites touches prudentes. D'abord, elle lui montra des photos sur son téléphone, Lily avec un pinceau à la main, Marcus souriant dans un maillot de football de taille trop grand. Oliver s'émerveilla de la chaleur et de la fierté sincère dans la voix de Nora alors qu'elle racontait les particularités de chaque enfant. Finalement, Oliver suggéra que Nora amène les enfants en visite s'ils avaient le temps. Elle hésita, initialement réticente à brouiller les frontières entre sa vie personnelle et ses devoirs à l'hôpital. Mais après avoir vu à quel point ces histoires semblaient égayer la journée d'Oliver, elle accepta. Un dimanche après-midi, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à l'étage d'Oliver, révélant Nora avec 2 enfants. Lily, 9 ans,
s'accrochant à un carnet de croquis, et Marcus, 7 ans, rebondissant sur la pointe des pieds. Ils regardèrent autour d'eux avec curiosité, observant l'environnement stérile de l'hôpital. Oliver, assis dans un fauteuil près de sa fenêtre, sentit une soudaine montée de nervosité qu'il éprouvait rarement. Il redressa sa blouse d'hôpital, une de ces blouses plus confortables que le personnel avait réussi à lui procurer. Dès qu'ils entrèrent dans la pièce, les yeux de Lily s'illuminèrent à la vue des articles au crochet alignés sur la table de chevet d'Oliver. Le carré de soleil, les diverses fleurs. Marcus, quant à lui, fut attiré par la canne appuyée contre la table de nuit d'Oliver. « Salut », dit Oliver en souriant. « Vous devez être Lily et Marcus. » Ils hochèrent timidement la tête. Lily fit un petit signe de la main, et Marcus se cacha derrière Nora un instant, jetant un coup d'œil avec de grands yeux. Nora les encouragea à s'avancer. « Les enfants, voici Monsieur Reynolds, Oliver. C'est le patient dont je vous ai parlé, celui que je visitais quand il était dans le coma. » Lily fit un pas de plus. « Vous êtes réveillé maintenant, dit-elle. » Sa voix était un mélange d'admiration et de soulagement. « Je le suis, dit Oliver. Grâce à de bons soins, et aux visites de votre maman. » Marcus leva les yeux. La curiosité gravée sur son visage. « Maman a dit qu'elle te parlait même quand tu dormais. Est-ce que tu pouvais l'entendre ?» Oliver secoua doucement la tête. « Pas vraiment, mais je pense qu'une partie de moi a senti sa gentillesse. Ça m'a aidé à retrouver mon chemin. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent. « Waouh, c'est plutôt cool. » Nora les conduisit aux chaises. « J'ai apporté des collations, si vous avez le droit, » ajouta-t-elle en regardant Oliver. Oliver hocha la tête. « Le médecin a dit que je peux manger à peu près n'importe quoi avec modération maintenant. Surtout si ce n'est pas de la nourriture d'hôpital. » Cela provoqua un petit rire chez les enfants. Lily plongea la main dans un sac et en sortit une petite boîte Tupperware remplie de cookies faits maison. « On les a faits ce matin. » La douce odeur des cookies aux pépites de chocolat emplit l'air, faisant saliver Oliver. « Merci, dit-il en prenant un. Il y mordit, ses papilles se délectant de quelque chose fait avec un amour réel plutôt qu'une efficacité de production de masse. Marcus, se réchauffant, montra la canne d'Oliver du doigt. « Pourquoi as-tu besoin de ce bâton ?» Oliver le tapota doucement. « J'ai eu un accident il y a longtemps, et mes jambes réapprennent encore à marcher. La canne m'aide à garder l'équilibre. » Le garçon hocha la tête sérieusement, comme s'il réfléchissait profondément aux paroles d'Oliver. Puis, dans un geste inattendu, Marcus tendit la main et tapota celle d'Oliver. « Tu iras mieux bientôt. » Une chaleur fleurit dans la poitrine d'Oliver. Il regarda Nora, qui souriait fièrement à son fils. À cet instant, Oliver ressentit un sentiment d'appartenance qu'il ne pouvait pas tout à fait articuler. Ici, dans cette modeste chambre d'hôpital, se trouvait quelque chose de plus précieux que son pantouse ou ses jets privés. Une connexion humaine authentique. Ils passèrent l'heure suivante à discuter, Lily montrant ses dessins à Oliver. Principalement des paysages et des animaux, réalisés avec des crayons de couleurs vifs. Marcus le régala des récits d'un récent match de football improvisé qu'il avait joué dans le quartier. Nora s'assit en retrait, laissant ses enfants interagir naturellement avec Oliver. Un sourire tendre ne quittant jamais son visage. Quand vint le moment pour eux de partir, Oliver sentit un pincement au cœur. « Pouvez-vous revenir ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'espoir. Nora jeta un coup d'œil à Lily et Marcus, qui hochèrent tous deux la tête avec enthousiasme. « Bien sûr, dit-elle. Nous viendrons le week-end prochain. Si ça ne te dérange pas, » Oliver sourit. « J'aimerais beaucoup ça. » Après leur départ, la pièce sembla plus vide qu'avant. Pourtant, Oliver était rempli d'un sentiment de joie inattendu. Il réalisa que malgré tous ces milliards, il n'avait jamais connu ce genre de chaleur. C'était une sensation qu'il voulait cultiver. En regardant la photo de famille que Nora lui avait laissée, une d'elles, de Lily et de Marcus devant un petit sapin de Noël, il pensa, c'est ça, vivre. Les semaines suivantes marquèrent une période de transformation dans la vie d'Oliver. Sa rééducation se poursuivit, chaque séance le rapprochant de la mobilité. Le docteur Cooper remarqua une étincelle dans les yeux de son patient et attribua une grande partie des progrès rapides d'Oliver à son nouveau système de soutien émotionnel. Plus précisément, Nora et ses enfants. Lors d'une séance de kinésithérapie,
Oliver réussit à faire un tour complet de la salle de thérapie sans s'arrêter. Des applaudissements éclatèrent parmi le personnel. Nora, qui était arrivée tôt pour son service ce jour-là, jeta un coup d'œil par la fenêtre. Quand Oliver l'aperçut, il ne put cacher son grand sourire. La fierté l'envahit, non seulement pour son triomphe physique, mais aussi pour la certitude que quelqu'un se souciait véritablement de lui. Alors qu'il devenait plus fort physiquement, l'esprit d'Oliver bouillonnait également de nouvelles idées. Tard un soir, après avoir zappé sur la petite télévision de l'hôpital, il l'éteignit et fixa l'obscurité silencieuse. Il pensa aux luttes de Nora, à la façon dont sa vie avait été marquée par des revers répétés, et pourtant elle continuait à faire preuve de gentillesse sans compter. L'idée lui vint par fragments. Une fondation caritative, quelque chose qui allait au-delà de la signature de chèques à des organisations à but non lucratif existantes. Il voulait créer un canal direct de ressources pour les parents célibataires, les familles défavorisées et les patients hospitalisés de longue durée. Des gens qui faisaient face au genre de défis que Nora avait partagé avec lui. Quand Ethan lui rendit visite le lendemain matin, Oliver ne perdit pas de temps. « Je veux créer une fondation », annonça Oliver, sa voix ferme malgré le poids de la décision. Ethan haussa un sourcil, l'air à la fois curieux et sceptique. « Une fondation pourquoi ? Pour les familles comme celle de Nora. Pour les gens qui ne peuvent pas payer les factures médicales d'un être cher. Pour les parents célibataires qui joignent à peine les deux bouts, expliqua Oliver. Et je veux qu'elle soit gérée avec la même rigueur que nous appliquerions à une filiale de Reynolds Tech. Pas de gaspillage bureaucratique, juste une opération rationalisée qui apporte une aide réelle. Ethan se frotta le menton. Tu n'as jamais montré d'intérêt pour la philanthropie à cette échelle auparavant. Oliver haussa les épaules. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme Nora auparavant. Son jeune frère l'étudia attentivement, puis hocha la tête. D'accord. Nous pouvons le faire. Nous devrons parler à l'équipe juridique, mettre en place un conseil, déterminer les structures fiscales. Oui, interrompit Oliver. Mais je veux que ça se fasse rapidement. Je ne veux pas que la paperasserie ralentisse les choses. Nous avons les ressources, et nous devrions les utiliser. Ethan ne put cacher un sourire. C'est inattendu, Oliver. Mais je ne vois aucune raison de ne pas te soutenir. Je vais mettre les choses en branle. Au cours des jours suivants, alors que la paperasserie et la planification logistique commençaient, Oliver sentit un regain de détermination. Il demanda à Ethan de faire rédiger par les avocats les documents pour créer la « Fondation Seconde Chance ». Le nom semblait approprié, à la fois pour le parcours personnel d'Oliver et pour la mission qu'il envisageait. Un après-midi, il demanda à Nora de le rejoindre dans un coin tranquille du hall de l'hôpital. Elle arriva. La curiosité se lisait sur son visage. Oliver lui tendit un petit dossier. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Jetez un œil. Nora ouvrit le dossier, parcourant l'énoncé de mission préliminaire de la Fondation Seconde Chance. Il décrivait l'objectif de la Fondation, fournir une aide financière aux parents célibataires, subventionner les factures médicales des patients qui ne pouvaient pas se permettre des traitements essentiels, et offrir des programmes de mentorat pour les enfants des communautés défavorisées. Elle cligna des yeux, les larmes lui montant. Oliver, c'est énorme. Il hocha la tête, ressentant une pointe de nervosité qu'il éprouvait rarement. Je veux faire une différence tangible, Nora. Te rencontrer, toi et tes enfants, m'a fait réaliser combien de personnes là-dehors pourraient avoir besoin d'un coup de main. Des gens bien qui ont juste besoin d'une seconde chance. J'ai les ressources. Maintenant, je veux les utiliser correctement. Nora ferma soigneusement le dossier, ses mains tremblantes. Cela va changer des vies. C'est l'idée, dit doucement Oliver. Elle le regarda, ses yeux brillants de gratitude. Merci, Oliver. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Il posa une main sur la sienne. Ne me remercie pas. C'est autant ton héritage que le mien. Ta compassion m'a ramené à la vie de plus d'une manière. Un moment de silence passa entre eux, chargé d'émotion. Puis Nora se racla la gorge. Tu sais, mes enfants et moi. Nous parlons de toi tout le temps. Lily t'appelle Monsieur Soleil, à cause de ce soleil au crochet que je t'ai donné. Elle a dit que ça te va bien maintenant parce que tu éclaires l'obscurité des autres. Oliver eut un petit rire, sentant une vague de chaleur. Moi, Monsieur Soleil ? C'est une première.
Nora lui serra doucement la main. Mais je pense que c'est vrai. Tu utilises ta seconde chance pour aider les autres. C'est une belle chose. Dans les semaines qui suivirent, la fondation Seconde Chance prit forme rapidement. Ethan alloua des fonds du budget philanthropique de Reynolds Tech et Oliver contribua avec une grande partie de sa fortune personnelle. Ils embauchèrent une petite équipe de collaborateurs dévoués, dont beaucoup avaient des histoires personnelles qui résonnaient avec la mission de la fondation. La nouvelle de l'initiative d'Oliver se répandit bientôt. Les médias s'emparèrent de l'histoire, un milliardaire se réveille du coma et lance une œuvre de charité révolutionnaire. Soudain, la chambre d'hôpital d'Oliver vit affluer des journalistes cherchant des interviews, mais Oliver n'en accorda que quelques-unes, préférant laisser le travail de la fondation parler de lui-même. Chaque jour, Nora lui apportait de nouvelles pièces au crochet, chacune semblant représenter une nouvelle facette d'optimisme. Elle plaisantait en disant qu'elle pourrait peut-être crocheter le logo de la fondation une fois qu'il serait finalisé. Oliver souriait simplement, reconnaissant pour la présence réconfortante qu'elle lui apportait. Il n'avait jamais imaginé que se réveiller d'un coma pourrait aussi réveiller son cœur. Pourtant, le voilà, forgeant quelque chose de bien plus grand qu'un empire commercial, un héritage de gentillesse et d'empathie qui promettait de se propager, touchant des vies qu'il ne rencontrerait jamais. La sortie officielle d'Oliver de l'hôpital New York Mercy fut un événement discret. Pourtant, pour lui, cela semblait capital. Il pouvait marcher sans aide, bien que plus lentement qu'auparavant. Les médecins insistèrent pour qu'il poursuive une thérapie en ambulatoire, mais il n'y avait aucune raison médicale de le garder hospitalisé. Le jour de son départ, un petit groupe d'infirmières s'était rassemblé pour lui souhaiter bonne chance. Elles prirent des photos avec un homme qui n'avait été connu autrefois que comme un patient comateux. Nora se tenait à côté avec Lily et Marcus, qui sautaient d'un pied sur l'autre d'excitation. Au cours des dernières semaines, un lien s'était tissé entre eux et Oliver. Une connexion inhabituelle, mais profondément affectueuse. Alors qu'Oliver poussait sa petite valise hors du service, Ethan avait insisté pour envoyer un chauffeur, mais Oliver avait décliné, préférant garder les choses simples. Il s'arrêta près de l'entrée principale. Il se retourna pour regarder les murs qui avaient contenu sa seconde chance dans la vie. Un instant, il se souvint du jour où il était arrivé dans le coma, ignorant tout ce qu'il était sur le point de perdre et, finalement, de gagner. Il sentit la main de Nora effleurer son bras. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle, sa voix douce. Il hocha la tête, inspirant l'air vif de l'automne. « Oui, je crois que oui. » Ethan attendait dehors, sa voiture tournant au ralenti près du trottoir. « D'accord, grand frère, dit-il en s'avançant. Bienvenue de retour dans le monde. Tu veux que je te conduise aux Pentouzes ? » Oliver jeta un coup d'œil à Nora et à ses enfants. L'idée de retourner seul dans son Penthouse caverneux lui semblait presque suffocante. Il pensa à toutes les surfaces stériles, aux pièces vides résonnant de solitude. « Je te rejoindrai là-bas plus tard, » dit-il à Ethan. « Pour l'instant, je vais déjeuner avec Nora et les enfants, si ça ne te dérange pas. » Ethan cligna des yeux, légèrement surpris, mais il le masqua rapidement par un sourire. « Bien sûr, on se voit à la maison. » Et sur ce, Oliver boitilla vers un restaurant voisin avec Nora, Lily et Marcus à sa suite. L'endroit était modeste, banquette en vinyle, menu plastifié, une légère odeur de frites dans l'air. Ils se glissèrent dans une banquette près de la fenêtre. La serveuse apparut, stylo en main. « Qu'est-ce que je vous sers ?» Nora regarda Lily et Marcus. « On va partager une portion de frites et peut-être des sandwichs. » Oliver se racla la gorge. « Et un milkshake au chocolat pour la table ?» ajouta-t-il avec un clin d'œil aux enfants. Marcus sourit. « Oui. » Lily, plus réservée, hocha la tête en signe d'approbation. « Merci, Monsieur Soleil. » Enfin, Monsieur Reynolds. Oliver rit. Le son le surprenant par sa propre sincérité. « Monsieur Soleil, hein ? Gardons ça entre nous. » La serveuse nota la commande et partit. Un silence confortable s'installa entre eux, ponctué par le brouhaha du restaurant. Oliver remarqua à quel point il était naturel d'être en leur compagnie, loin des fastes opulents de son ancienne vie. Pendant qu'ils attendaient la nourriture, Lily ouvrit son carnet de croquis, montrant à Oliver un dessin qu'elle avait fait. Il représentait un soleil éclatant brillant sur un hôpital. Le soleil portait des lunettes de soleil, un clin d'œil amusant au nouveau surnom d'Oliver. « C'est pour vous, » dit Lily, arrachant soigneusement la page. « Je l'ai fait hier soir. »
Oliver prit le dessin, admirant les couleurs vives. Il ressentit une vague d'affection inattendue. Merci, Lily. C'est magnifique. Je le garderai précieusement. Marcus, pour ne pas être en reste, fouilla dans son sac à dos. Je ne dessine pas, mais j'ai fait ça à l'école. Il lui tendit une carte en crayon qui disait « Bon rétablissement » en grosses lettres inégales. Oliver sourit. Je garderai ça aussi, promit-il, glissant les 2 morceaux dans la poche intérieure de sa veste. Quand la nourriture arriva, ils discutèrent de sujets divers, la prochaine foire d'art de Lily, l'entraînement de football de Marcus, et l'emploi du temps de Nora pour la semaine. Oliver se surprit à donner des idées et des suggestions, comme s'ils faisaient déjà partie de leur routine familiale. Après le déjeuner, ils sortirent dans la douce lueur d'un soleil de fin d'après-midi. Oliver jeta un coup d'œil à l'heure. Je devrais probablement aller voir mon frère. Il m'attend chez moi. Nora hocha la tête. On ne va pas te retenir, mais merci pour le déjeuner. Oliver hésita, son cœur le tiraillant dans 2 directions. Avant que nous nous séparions, j'aimerais te parler de quelque chose d'important. Nora le regarda avec curiosité. Tout va bien? Il hocha la tête, se tournant vers les enfants. Marcus, Lily, ça vous dérange de nous laisser un moment, votre mère et moi? Ils acceptèrent, s'éloignant de quelques pas pour regarder la vitrine d'un magasin voisin. Oliver fit face à Nora, inspirant pour calmer ses nerfs. Je sais que tu jongles avec plusieurs emplois. Et je sais aussi que ton appartement est, eh bien, pas idéal pour élever 2 enfants qui grandissent. Les yeux de Nora s'écarquillèrent. Oliver, tu n'as pas à. Il leva une main pour arrêter doucement sa protestation. Je le veux. Écoute-moi. La Fondation Seconde Chance a un programme d'aide au logement. J'ai parlé avec Ethan d'une idée. Nous pourrions te fournir un meilleur logement. Quelque part plus près des écoles des enfants, plus sûr, plus confortable. Le visage de Nora s'empourpra. Un mélange de soulagement et de fierté résiduelle. Je ne veux pas de charité, dit-elle doucement, surtout pas de ta part. Tu as déjà fait tellement de choses. Oliver tendit la main, prenant la sienne dans la sienne. Ce n'est pas de la charité, Nora. C'est un investissement dans des gens qui méritent mieux. De plus, sans toi, je ne serais pas là en ce moment. Ou si je l'étais, je ne serais pas le même. Elle baissa les yeux, retenant ses larmes. Je dois y réfléchir. C'est un grand pas, il hocha la tête, un doux sourire sur les lèvres. Bien sûr. Prends ton temps. Marcus et Lily les rejoignirent, inconscients du courant émotionnel sous-jacent de la conversation. Oliver prit un ton joyeux. Je vous appelle un taxi? Nora accepta, et pendant qu'ils attendaient, Oliver se tourna vers les enfants. Quand tout sera réglé, vous pourrez peut-être venir me rendre visite dans mon Penthouse. Il est grand, et je n'ai jamais eu de raison de le remplir de qui que ce soit. Les yeux de Marcus s'illuminèrent à l'idée d'une grande maison. Lily sourit, s'accrochant au bras de sa mère. Nora lança un regard significatif à Oliver, puis hocha la tête avec un sourire timide. Bientôt, le taxi arriva. Oliver aida à charger leurs quelques sacs de courses dans le coffre. En refermant la porte derrière eux, il réalisa qu'il ressentait un pincement de solitude à leur départ, un contraste puissant avec son ancien isolement soigneusement entretenu. Avec un soupir, il héla un autre taxi et se dirigea vers le Penthouse. Le trajet à travers les rues animées de Manhattan lui rappela à quel point la ville avait changé en 6 ans. De nouveaux gratte-ciel parsemaient l'horizon, et les anciens avaient subi des rénovations. Son reflet dans la vitre du taxi semblait plus âgé, plus usé, mais aussi plus gentil, plus doux sur les bords. Quand le taxi s'arrêta devant son immeuble, Oliver ressentit un tourbillon d'émotions. Le portier le reconnut instantanément, les yeux écarquillés de choc. Monsieur Reynolds. Nous. C'est bon de vous voir, monsieur. Oliver réussit un hochement de tête poli. C'est bon d'être de retour. Il prit l'ascenseur jusqu'au Penthouse, la porte s'ouvrant sur un vaste hall en marbre. Ses pas résonnèrent alors qu'il se dirigeait vers le salon, où Ethan attendait, perché sur un canapé design. Ethan se leva dès qu'il vit Oliver. Bienvenue à la maison, Oliver. Oliver regarda autour de lui, notant à quel point tout semblait immaculé. Cela ressemblait plus à une pièce d'exposition qu'à une maison. Aucune touche personnelle, aucune chaleur.
Merci, dit Oliver. Posant sa valise, Ethan se racla la gorge. J'ai fait un peu nettoyer l'endroit, réapprovisionner le frigo. J'espère que ça va. Oliver esquissa un mince sourire. C'est bien. Ils parlèrent affaires un moment. Document juridique pour la Fondation Seconde Chance, mise à jour sur Reynolds Tech. Ethan avait organisé une petite conférence de presse pour annoncer le lancement de la fondation. Oliver écoutait à moitié. Le pantouse devenant de plus en plus oppressant. Finalement, Ethan fit une pause. L'inquiétude assombrissant ses traits. « Est-ce que ça va, Oliver ? Tu as l'air bizarre. » Oliver se dirigea vers les baies vitrées qui donnaient sur la ville. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur l'horizon. Il soupira, se tournant pour faire face à son frère. « Je réalise juste que cet endroit ne me semble plus être chez moi. Ça ne l'a jamais vraiment été, je suppose. » Ethan hocha la tête, s'approchant. « Je sais que je n'étais pas très présent avant ton accident. Mais j'aimerais changer ça. On peut au moins essayer de reconstruire notre relation. » Oliver étudia le visage de son jeune frère. Il vit des traces du gamin qu'il avait autrefois aidé avec ses devoirs, mais aussi la confiance du PDG qui avait dirigé Reynolds Tech à travers des eaux tumultueuses. Il y avait du respect là, une reconnaissance mutuelle qu'ils avaient tous les deux grandi. « J'aimerais ça aussi, » dit Oliver, sincèrement. Ils discutèrent des projets futurs. Comment équilibrer l'implication d'Oliver dans l'entreprise avec le leadership établi d'Ethan, comment la fondation fonctionnerait. Au moment où Ethan partit, Oliver sentit une lueur d'espoir que la distance entre eux pourrait enfin être comblée. Seul dans le pantouse, Oliver dériva de pièce en pièce, allumant les lumières pour les éteindre aussitôt. La grandeur semblait creuse. Il s'assit sur le bord de son lit king size, qui était drapé de draps impeccablement repassés dans lesquels personne n'avait dormi depuis son accident. Plongeant la main dans sa veste, il sortit le dessin de Lily et la carte en crayon de Marcus. Il les plaça sur la table de chevet, juste à côté du carré de soleil au crochet. Un doux sourire se dessina sur ses lèvres. Dans ces modestes gages se trouvait quelque chose d'inestimable, un sentiment d'appartenance, le sentiment d'être pris en charge et de prendre soin des autres. Il prit son téléphone, parcourant ses contacts. La plupart étaient des associés commerciaux ou des cadres à qui il n'avait pas parlé depuis des années. Puis il se souvint qu'il avait enregistré le numéro de Nora. Après un moment d'hésitation, il tapa sur l'écran. Elle répondit après la troisième sonnerie, sa voix hésitante. « Oliver ?» Il sourit, même si elle ne pouvait pas le voir. « Je voulais juste te dire merci encore, pour tout. J'espère que toi et les enfants envisageraient de déménager dans un meilleur endroit. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. » Elle soupira doucement, une pointe de chaleur dans son ton. « On verra, Oliver. Je te promets que j'y réfléchirai. » Ils discutèrent brièvement de petites choses, le temps, une petite dispute que Marcus avait eue avec Lily, à quel point ils étaient excités par le lancement de la fondation. Quand l'appel se termina, Oliver réalisa que c'était la première fois depuis des années qu'il terminait la journée en parlant avec quelqu'un qui lui tenait vraiment à cœur. Le cœur plus léger, il se glissa sous les couvertures. Un sentiment de calme l'enveloppa, bien loin des nuits agitées qu'il avait l'habitude de supporter, planifiant des fusions et des acquisitions dans sa tête. Maintenant, ses pensées flottaient vers des rêves plus simples, un avenir dans lequel il partageait des rires à une table de dîner, contribuait à quelque chose de significatif pour le monde et trouvait un épanouissement au-delà des bilans financiers. Dans les mois qui suivirent, la Fondation Seconde Chance changea en effet d'innombrables vies. Des familles autrefois au bord de la rue trouvèrent un logement stable. Des patients hospitalisés accablés par des factures médicales débilitantes reçurent de l'aide. Des parents célibataires qui jonglaient avec plusieurs emplois bénéficièrent d'une formation professionnelle et d'un soutien. Et pendant tout ce temps, Oliver devint plus fort, corps, âme et esprit. Il continua à passer du temps avec Nora et ses enfants, forgeant une connexion qui transcendait la simple amitié. Lentement, à chaque repas partagé, à chaque sourire sincère et à chaque conversation sincère, Oliver reconstitua la famille qu'il n'avait jamais eue. Un soir d'automne frais, Oliver se retrouva dans un petit parc près du nouvel appartement de Nora. Un appartement que la fondation avait aidé à obtenir, près des écoles des enfants et à proximité du lieu de travail de Nora. Lily et Marcus couraient sur l'aire de jeu, leur rire résonnant dans l'air. Nora était assise à côté d'Oliver sur un banc en bois, une tasse de café chaud dans les mains.
Oliver regarda les enfants se courir après, criant de joie. Il s'émerveilla de la facilité avec laquelle ils semblaient l'intégrer dans leur monde. Nora posa une main sur son bras, attirant son attention. Ses yeux pétillaient sous les lampadaires. « Regarde-les, dit-elle doucement. Ils sont si heureux. » Il sourit, passant un bras autour de ses épaules. Ils ont toutes les raisons de l'être. Et nous aussi. Elle se blottit contre lui, le contentement rayonnant dans sa voix. Tu as fait tellement de chemin, Oliver. Nous deux aussi. Il expira, levant les yeux vers les étoiles à peine visibles à travers les lumières de la ville. C'est ça que la vie est censée être, n'est-ce pas? Nora hocha la tête, posant sa tête contre son épaule. Oui. Des moments simples, des connexions réelles. C'est tout ce qui compte. Oliver ferma les yeux un instant, la brise fraîche d'automne ébouriffant ses cheveux. Il repensa à l'homme qu'il avait été avant le coma, une figure solitaire dont la vie tournait autour du pouvoir et du contrôle. Il réalisa que cet homme avait disparu, remplacé par quelqu'un qui comprenait que les vraies richesses ne se trouvaient pas dans les comptes en banque, mais dans la chaleur des rires partagés et le réconfort d'une main à tenir. Alors que Lily et Marcus bondissaient vers eux, essoufflés d'avoir joué à chat, Oliver ouvrit les yeux et les attira dans une étreinte enjouée. Les enfants rigolèrent, Nora sourit, et Oliver sentit son cœur se gonfler d'une gratitude plus profonde que tout ce qu'il avait jamais connu. Il n'était plus le roi gelé, piégé dans un palais stérile de sa propre fabrication. Il était Oliver Reynolds, un homme renaissant, non seulement d'un coma, mais d'une vie de solitude. Et dans ce parc, entouré des rires des enfants et de la douce compagnie de la femme qui avait changé sa vie, il comprit enfin ce que signifiait être vraiment éveillé. Fin. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.